Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un conte classique qui pose une question, une question intemporelle. Dans un monde qui n'est pas juste, est-ce que l'intelligence peut vraiment l'emporter sur la richesse et la force brute? Allez, on plonge dans l'histoire de Petit Klaus et Grand Klaus pour voir ça de plus près. Bon, alors voilà nos deux personnages. Ils portent le même nom, Klaus, mais franchement, la comparaison s'arrête là. D'un côté, on a Grand Klaus, il a la richesse, le pouvoir, tout ça symbolisé par ses 4 chevaux, et de l'autre, Petit Klaus, lui, il n'a qu'un seul cheval. Autant dire qu'il est tout en bas de l'échelle. Tout va commencer par un simple cri. Imaginez la scène. Un jour de travail. Petit Klaus est là, avec son unique cheval, à côté des 4 bêtes de Grand Klaus. Et là, fièrement, il lance « Hue donc, mes chevaux !» Cette petite phrase, cette prétention d'être propriétaire de tout l'attelage, Grand Klaus le prend comme une insulte intolérable. Et c'est ça qui va déclencher un véritable engrenage de vengeance. Alors, voilà comment on va dérouler cette histoire. D'abord, on va voir comment le conflit s'installe. Ensuite, on va décortiquer une par une les 3 ruses absolument géniales de Petit Klaus. Et à la fin, on essaiera de tirer la grande leçon de ce conte fascinant. Allez, on commence par le début. Cette première partie, c'est la mise en place du conflit. C'est ici que l'arrogance de Grand Klaus va éclater de la façon la plus brutale qui soit, et ça va allumer chez Petit Klaus une soif de vengeance qui ne s'éteindra plus. La réaction de Grand Klaus, elle est immédiate. Et elle est d'une violence. Il est tellement furieux que Petit Klaus ait osé dire « mes chevaux » qu'il attrape une massue et, sans hésiter, il abat le seul et unique cheval de Petit Klaus. D'un coup. Cet acte de cruauté le laisse sans rien. Enfin presque. Il lui reste la peau de son cheval mort et une détermination de fer pour se venger. Et c'est là qu'on découvre le vrai génie de Petit Klaus. Au lieu de s'effondrer, il regarde la peau de son cheval mort et il y voit non pas une perte, mais une opportunité. C'est le début de sa première grande ruse. Le voilà donc parti sur les routes, avec la peau séchée de son cheval dans un sac. Le hasard, ou peut-être le destin, le conduit à une ferme isolée. Et là, par la fenêtre, il surprend une scène secrète. La femme du fermier est en train de festoyer avec le chantre du village, pendant que le mari est absent. Une situation parfaite pour un esprit un peu manipulateur. Forcément, quand le mari rentre à l'improviste, c'est la panique. Le chantre est vite caché dans un coffre, leur repas est planqué. Et c'est là que Petit Klaus entre en jeu. Il improvise un plan de génie. Il va faire croire que le sac avec la peau de cheval est en fait un sorcier qui peut voir les choses cachées. Il va complètement jouer sur la superstition du fermier. Après avoir deviné où était le repas caché juste en faisant craquer la peau, Petit Klaus pousse le bouchon encore plus loin. Il annonce que son sorcier peut même lui montrer où se cache le diable. Et bien sûr, il prédit que le diable a l'apparence d'un chantre. C'est un mensonge tellement énorme, tellement audacieux, que le fermier terrorisé le gobe sans même réfléchir. Le résultat est juste spectaculaire. Petit Klaus repart de là avec non pas 1, mais 2 boisseaux d'argent. Le premier, c'est le fermier qui lui donne, super reconnaissant de l'avoir débarrassé du diable. Et le second, c'est le chantre lui-même qui paye une fortune pour acheter son silence et sa liberté. Il a tiré profit de la situation à tous les niveaux. Et là, ce graphique y résume tout. C'est l'illustration parfaite du problème de Grand Klaus. Quand il entend parler du succès de Petit Klaus, qu'est-ce qu'il fait? Aveuglé par l'argent, il tue ses propres chevaux. Il se dit qu'il va faire pareil, vendre les peaux au même prix. Sauf qu'il est passé à côté de l'essentiel. La valeur, elle n'était pas dans la peau, elle était dans la ruse. Du coup, en copiant bêtement, tout ce qu'il gagne, c'est un échec total et une sacrée humiliation. Humilié, ruiné, Grand Klaus n'a plus qu'une seule idée en tête, le meurtre. La vengeance monte d'un cran. Il file chez Petit Klaus en pleine nuit, bien décidé à en finir. Mais une nouvelle erreur va transformer sa tentative de meurtre en une nouvelle occasion en or pour sa victime. Ce que Grand Klaus ignore, c'est que la grand-mère de Petit Klaus vient tout juste de mourir de mort naturelle. Petit Klaus, qui sentait le danger venir, l'avait placée dans son propre lit. Dans le noir, Grand Klaus frappe le corps sans vie, persuadé d'avoir enfin tué son ennemi. Cette erreur macabre va devenir la base du deuxième plan, encore plus audacieux, de Petit Klaus. Alors là, Petit Klaus met en place une nouvelle mise en scène. Il installe le corps de sa grand-mère sur sa charrette, s'arrête dans une auberge et commande un verre pour elle. La clé de son plan, il prévient l'aubergiste, qui est connu pour son mauvais caractère, que la vieille dame est sourde. Il sait exactement comment le provoquer pour obtenir la réaction qu'il attend. Face au silence de la vieille femme, l'aubergiste finit par s'énerver et lui jette un verre, ce qui la fait tomber. Persuadé de l'avoir tué, il panique complètement. Pour éviter la prison, il supplie Petit Klaus de ne rien dire et lui offre un boisseau d'argent en dédommagement. Le plan a marché à la perfection. Encore une fois, le contraste est saisissant. L'ingéniosité de Petit Klaus lui apporte la richesse.
L'imitation bête et méchante de Grand Klaus, qui tue sa propre grand-mère pour essayer de la vendre, ne lui apporte que l'horreur et le mépris de tous. Après s'être fait avoir 2 fois, Grand Klaus est complètement hors de lui. Cette fois, c'est fini les erreurs. Il attrape Petit Klaus, le fourre dans un sac et se dirige droit vers la rivière pour le noyer. C'est le face-à-face final. Mais même au bord de la mort, l'esprit de Petit Klaus tourne à plein régime. Quand Grand Klaus s'arrête boire un verre, le laissant seul sur le chemin, Petit Klaus se met à hurler. Il crie qu'il est un jeune homme et qu'on l'envoie de force au paradis. Un vieux berger passe par là, l'entend, et, dans son désir d'aller au ciel, il accepte de prendre sa place en échange de tout son troupeau. La situation est retournée de manière incroyable. Alors quand Grand Klaus revient et qu'il voit Petit Klaus, non seulement vivant, mais en plus à la tête d'un immense troupeau, il n'en croit pas ses yeux. Et c'est là que Petit Klaus va lui servir son dernier mensonge, le plus fantastique de tous. Il lui raconte qu'au fond de la rivière, c'est un paradis rempli de bétail de la mer. Une fable sur mesure pour exploiter la cupidité sans limite de son ennemi. Complètement aveuglé par cette vision de richesse infinie, Grand Klaus ne réfléchit plus du tout. Il exige que Petit Klaus le jette lui aussi dans la rivière pour qu'il puisse récupérer ce bétail magique. Petit Klaus s'exécute et la cupidité de Grand Klaus le conduit tout droit à sa perte. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce conte qui est à la fois si sombre et si brillant? Quelle est la morale de toute cette histoire de vengeance et de ruse? Ce tableau y résume parfaitement le cœur de l'histoire. Le succès de Petit Klaus, il vient de sa créativité, de sa capacité à inventer des mensonges. La chute de Grand Klaus, elle, est causée par son imitation littérale, bête et guidée uniquement par l'appât du gain. Dans cette histoire, la réponse est un grand oui. La ruse, qui naît souvent de la nécessité, se révèle être une arme bien plus redoutable que la force ou la richesse. Et ça nous amène à nous poser la question. Dans nos vies, est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu trop souvent le pouvoir de la créativité et de l'intelligence face à des obstacles qui nous paraissent insurmontables ?